Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 14. De quelques usages. 42. L'on applaudit à la coutume qui s'est introduite dans les tribunaux d'interrompre les avocats au milieu de leur action, de les empêcher d'être éloquents et d'avoir de l'esprit, de les ramener aux faits et aux preuves toutes sèches qui établissent leur cause et le droit de leur partie. Et cette pratique si sévère, qui laisse aux orateurs le regret de n'avoir pas prononcé les plus beaux traits de leur discours, qui bannit l'éloquence du seul endroit où elle est en sa place, et va faire du Parlement une muette juridiction, on l'autorise par une raison solide et sans réplique, qui est celle de l'expédition. Il est seulement à désirer qu'elle fût moins oubliée en toute autre rencontre, qu'elle réglât au contraire les bureaux comme les audiences, et qu'on cherchât une fin aux écritures, comme on a fait au plaidoyer. 43. Le devoir des juges est de rendre la justice. Leur métier, de la différer. Quelques-uns savent leur devoir, et font leur métier. 44. Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas honneur. Car où il se défie de ses lumières et même de sa probité, où il cherche à le prévenir, où il lui demande une injustice. 45. Il se trouve des juges auprès de qui la faveur, l'autorité, les droits de l'amitié et de l'alliance nuisent à une bonne cause, et qu'une trop grande affectation de passer pour incorruptible expose à être injuste. 46. Le magistrat coquet ou galant est pire dans les conséquences que le dissolu. Celui-ci cache son commerce et ses liaisons, et l'on ne sait souvent par où aller jusqu'à lui. Celui-là est ouvert par 1000 faibles qui sont connus, et l'on y arrive par toutes les femmes à qui il veut plaire. 47. Il s'en faut peu que la religion et la justice n'aillent de pair dans la République, et que la magistrature ne consacre les hommes comme la prêtrise. L'homme de robe ne saurait guère danser au bal, paraître au théâtre, renoncer aux habits simples et modestes, sans consentir à son propre avilissement. Et il est étrange qu'il ait fallu une loi pour régler son extérieur, et le contraindre ainsi à être grave et plus respecté. 48. Il n'y a aucun métier qui n'ait son apprentissage, et en montant des moindres conditions jusque aux plus grandes, on remarque dans tout un temps de pratique et d'exercice qui prépare aux emplois, où les fautes sont sans conséquence, et mènent au contraire à la perfection. La guerre même, qui ne semble n'être et durer que par la confusion et le désordre, a ses préceptes. On ne se massacre pas par peloton et par troupe en rase campagne sans l'avoir appris, et l'on s'y tue méthodiquement. Il y a l'école de la guerre. Où est l'école du magistrat? Il y a un usage, des lois, des coutumes. Où est le temps, et le temps assez long que l'on emploie à les digérer et à s'en instruire? L'essai et l'apprentissage d'un jeune adolescent qui passe de la férule à la pourpre, et dont la consignation a fait un juge, est de décider souverainement des vies et des fortunes des hommes. 49. La principale partie de l'orateur, c'est la probité. Sans elle il dégénère en déclamateur, il déguise ou il exagère les faits, il cite faux, il calomnie, il épouse la passion et les haines de ceux pour qui il parle. Et il est de la classe de ces avocats dont le proverbe dit qu'ils sont payés pour dire des injures. 50. Il est vrai, dit-on, cette somme lui est due, et ce droit lui est acquis. Mais je l'attends à cette petite formalité. S'il l'oublie, il n'y revient plus et conséquemment il perd sa somme, ou il est incontestablement déchu de son droit. Or il oubliera cette formalité. Voilà ce que j'appelle une conscience de praticien. Une belle maxime pour le palais, utile au public, remplie de raison, de sagesse et d'équité, ce serait précisément la contradictoire de celle qui dit que la forme emporte le fond. 51. La question est une invention merveilleuse et tout à fait sûre pour perdre un innocent qui a la complexion faible, et sauver un coupable qui est né robuste. 52. Un coupable puni est un exemple pour la canaille. Un innocent condamné est l'affaire de tous les honnêtes gens. Je dirais presque de moi. Je ne serai pas voleur ou meurtrier. Je ne serai pas un jour puni comme tel. C'est parler bien hardiment. Une condition lamentable est celle d'un homme innocent à qui la précipitation et la procédure ont trouvé un crime.
Celle même de son juge peut-elle l'être davantage? 53. Si l'on me racontait qu'il s'est trouvé autrefois un prévôt, ou l'un de ces magistrats créés pour poursuivre les voleurs et les exterminer, qui les connaissait tous depuis longtemps de nom et de visage, savait leur vol, j'entends l'espèce, le nombre et la quantité, pénétrait si avant dans toutes ses profondeurs, et était si initié dans tous ces affreux mystères qu'il sut rendre à un homme de crédit un bijou qu'on lui avait pris dans la foule au sortir d'une assemblée, et dont il était sur le point de faire de l'éclat, que le Parlement intervint dans cette affaire, et fit le procès à cet officier. Je regarderai cet événement comme l'une de ces choses dont l'histoire se charge, et à qui le temps ôte la croyance. Comment donc pourrais-je croire qu'on doive présumer par des faits récents, connus et circonstanciés, qu'une connivence si pernicieuse dure encore, qu'elle est même tournée en jeu et passée en coutume? 54. Combien d'hommes qui sont forts contre les faibles, fermes et inflexibles aux sollicitations du simple peuple, sans nuls égards pour les petits, rigides et sévères dans les minutes, qui refusent les petits présents, qui n'écoutent ni leurs parents ni leurs amis, et que les femmes seules peuvent corrompre. 55. Il n'est pas absolument impossible qu'une personne qui se trouve dans une grande faveur perde un procès. 56. Les mourants qui parlent dans leur testament peuvent s'attendre à être écoutés comme des oracles. Chacun les tire de son côté et les interprète à sa manière, je veux dire selon ses désirs ou ses intérêts. 57. Il est vrai qu'il y a des hommes dont on peut dire que la mort fixe moins la dernière volonté qu'elle ne leur ôte avec la vie l'irrésolution et l'inquiétude. Un dépit, pendant qu'ils vivent, les fait tester. Ils s'apaisent et déchirent leur minute, la voilà en cendres. Ils n'ont pas moins de testaments dans leurs cassettes que d'almanachs sur leur table. Ils les comptent par les années. Un second se trouve détruit par un troisième, qui est anéanti lui-même par un autre mieux digéré, et celui-ci encore par un cinquième holographe. Mais si le moment, ou la malice, ou l'autorité manque à celui qui a intérêt de le supprimer, il faut qu'il en essuie les clauses et les conditions. Car appert-il mieux des dispositions des hommes les plus inconstants que par un dernier acte, signé de leurs mains, et après lequel ils n'ont pas du moins eu le loisir de vouloir tout le contraire? 58. S'il n'y avait point de testament pour régler le droit des héritiers, je ne sais si l'on aurait besoin de tribunaux pour régler les différends des hommes. Les juges seraient presque réduits à la triste fonction d'envoyer au gibet les voleurs et les incendiaires. Qui voit-on dans les lanternes des chambres, au parquet, à la porte ou dans la salle du magistrat? Des héritiers ab intestat? Non, les lois ont pourvu à leur partage. On y voit les testamentaires qui plaident en explication d'une clause ou d'un article, les personnes exhérédées, ceux qui se plaignent d'un testament fait avec loisir, avec maturité, par un homme grave, habile, consciencieux, et qui a été aidé d'un bon conseil. D'un acte où le praticien n'a rien omis de son jargon et de ses finesses ordinaires. Il est signé du testateur et des témoins publics, il est paraphé. Et c'est en cet état qu'il est cassé et déclaré nul. 59. Titus assiste à la lecture d'un testament avec des yeux rouges et humides, et le cœur serré de la perte de celui dont il espère recueillir la succession. Un article lui donne la charge, un autre les rentes de la ville, un troisième le rend maître d'une terre à la campagne. Il y a une clause qui, bien entendu, lui accorde une maison située au milieu de Paris, comme elle se trouve, et avec les meubles. Son affliction augmente, les larmes lui coulent des yeux. Le moyen de les contenir? Il se voit officier, logé au champ et à la ville, meublé de même. Il se voit une bonne table et un carrosse. Y avait-il au monde un plus honnête homme que le défunt, un meilleur homme? Il y a un codicille, il faut le lire. Il fait Maevius légataire universel, et il renvoie Titus dans son faubourg, sans rente, sans titre, et le met à pied. Il essuie ses larmes, c'est à Maevius à s'affliger. 60. La loi qui défend de tuer un homme n'embrasse-t-elle pas dans cette défense le fer, le poison, le feu, l'eau, les embûches, la force ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent servir à l'homicide? La loi qui ôte aux maris et aux femmes le pouvoir de se donner réciproquement,
n'a-t-elle connu que les voies directes et immédiates de donner? A-t-elle manqué de prévoir les indirectes? A-t-elle introduit les fidéicommis, ou si même elle les tolère? Avec une femme qui nous est chère et qui nous survit, lègue-t-on son bien à un ami fidèle par un sentiment de reconnaissance pour lui, ou plutôt par une extrême confiance, et par la certitude qu'on a du bon usage qu'il saura faire de ce qu'on lui lègue? Donne-t-on à celui que l'on peut soupçonner de ne devoir pas rendre à la personne à qui en effet l'on veut donner? Faut-il se parler, faut-il s'écrire, est-il besoin de pacte ou de serment pour former cette collusion? Les hommes ne sentent-ils pas en cette rencontre ce qu'ils peuvent espérer les uns des autres? Et si au contraire la propriété d'un tel bien est dévolue au fidéicommissaire, pourquoi perd-il sa réputation à le retenir? Sur quoi fonde-t-on la satire et les vaudevilles? Voudrait-on le comparer au dépositaire qui trahit le dépôt, à un domestique qui vole l'argent que son maître lui envoie porter? On aurait tort. Y a-t-il de l'infamie à ne pas faire une libéralité, et à conserver pour soi ce qui est à soi? Étrange embarras, horrible poids que le fidéicommis. Si par la révérence des lois on se l'approprie, il ne faut plus passer pour homme de bien. Si par le respect d'un ami mort l'on suit ses intentions en le rendant à sa veuve, on est confidentiaire, on blesse la loi. Elle cadre donc bien mal avec l'opinion des hommes? Cela peut être, et il ne me convient pas de dire ici. La loi pèche. Ni, les hommes se trompent. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.